C'est à Los Angeles que le Seabourn Sojourn a largué les amarres pour se lancer à l'assaut de l'immensité pacifique. Après 3 semaines de navigation, nous approchons du but de notre voyage. Situé à mi-chemin de l'équateur et du pôle sud, à 1600 km au sud-est de l'Australie, nous arrivons en Nouvelle-Zélande. C'est au XVIIe siècle que des navigateurs hollandais donnent son nom à l'archipel. Mais pour les Polynésiens arrivés 5 siècles plus tôt, la Nouvelle-Zélande, c'est Aotearoa, le pays du long nuage blanc. Porte d'entrée de la Nouvelle-Zélande, Auckland est une ville cosmopolite. Au Pakea, nom donné aux Blancs par les Maoris au début de la colonisation, se mêlent désormais des habitants originaires des îles Fidji, des Samoa ou des Tonga, de Chine, de Corée, de l'Inde ou du Japon. Grande métropole d'1 300 000 habitants, Auckland a su conserver ce lien privilégié avec l'océan qui lui a valu son surnom de City of Sails, la cité des voiles. Réaménagée, l'ancienne zone portuaire accueille désormais des magasins, des restaurants et le musée maritime. C'est là que Stan nous a donné rendez-vous. À bord de cette réplique d'un waka, grand bateau polynésien, il a traversé le Pacifique à de nombreuses reprises, renouant ainsi avec les voyages de ses ancêtres. Nous sommes originaires de Polynésie. Et pour les Maoris, le lien à la mer est très important. Parce que c'est par la mer que notre peuple est venu de Polynésie. C'est à bord de pirogue qu'il est venu jusqu'ici, à Aotearoa, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande. Et depuis qu'ils sont là, ils ont conservé des traditions en relation avec l'océan. On peut observer cela dans nos chants, dans nos prières et dans nos danses. Nous sommes nés avec ça, l'idée qu'on appartient à l'océan, à cette terre. C'est à l'intérieur d'un espace océanique triangulaire plus vaste qu'un continent que s'est développée la culture polynésienne. Il y a l'île de Pâques, Rapa Nui, à l'est, Hawaï, au nord, et nous avons aussi Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, au sud. Nous faisons partie d'une nation de l'océan. Nous pensons qu'à l'intérieur de ce triangle polynésien vit la grande nation polynésienne. Nous n'avons pas peur de la mer. La mer fait partie de notre vie. Nous n'avons donc aucune raison de redouter l'océan. Comme des explorateurs, nous sommes partis à bord de nos embarcations à voile. Nous avons observé les signes venant du sud, comme les oiseaux migrateurs, les animaux migrateurs, les mammifères comme les baleines. Et c'est comme ça que les Polynésiens ont navigué vers le sud et ont découvert Aotearoa. À Auckland, la mer n'est jamais très loin. Il suffit de quelques minutes pour quitter le centre-ville et trouver le calme au bord d'une petite crique ou pour passer la journée en famille le long d'une plage de sable. Si les Néo-Zélandais, quelle que soit leur origine, se sentent proches de la mer, ils le doivent aux premiers habitants de l'île, les Maoris. Après avoir quitté l'île mythique de Hawaïki, les Polynésiens se seraient dispersés à bord de leur longue pirogue au travers du Pacifique et seraient arrivés à Aotearoa il y a environ 800 ans. C'est leur histoire et leur culture que l'on découvre dans les vitrines et sur la scène du musée d'Auckland. Au même titre que le haka, la danse rituelle des Maoris, le tatouage fait partie de la culture polynésienne. C'était une façon, notamment en se faisant tatouer la tête, considérée comme la partie la plus sacrée du corps, d'affirmer son statut social.
Le soleil se couche sur la baie de Waitemata, les eaux qui scintillent en maori. Quand le missionnaire anglais Samuel Marsden pénètre dans cette baie pour la première fois, seul le haka venu des villages environnants trouble le chant de la nature. C'était en 1820, avant la naissance d'un nouveau monde. Ce n'est qu'en 1840, soit un demi-siècle après le début de la colonisation de l'Australie, que les Anglais prennent officiellement possession de la Nouvelle-Zélande. Même si Auckland, la première capitale, s'est depuis ouverte au monde pacifique et asiatique, il règne toujours dans certains quartiers une atmosphère résolument british. C'est au zoo d'Auckland que nous réservons notre dernière visite. La mission du zoo est de faire découvrir aux visiteurs la diversité animale de la zone Pacifique, mais également de préserver les espèces menacées. La Nouvelle-Zélande est un pays d'oiseaux. Avec l'arrivée des hommes, de nombreuses espèces ont disparu. C'est la raison pour laquelle on préserve aujourd'hui avec beaucoup de soin un oiseau devenu l'emblème national, le kiwi. Les kiwis sont des animaux nocturnes. Ça veut dire qu'ils ne sortent que durant la nuit. Et comme ils ne peuvent pas voler, ils restent tout le temps sur le sol. Ils ramassent beaucoup d'invertébrés se trouvant là, beaucoup d'insectes. C'est leur nourriture principale. Les oiseaux qui peuvent voler passent leur temps dans les arbres à manger des baies et des graines. Parfois, ils les font tomber à terre, alors les kiwis les mangent. Ils mangent ce qu'ils trouvent à terre. Ils cohabitent paisiblement avec les autres animaux de la région. Il leur faut ce genre de plumage parce que s'ils avaient des plumes comme celles des autres oiseaux, elles seraient complètement détruites quand ils se déplacent au travers de la végétation de la brousse. C'est pour cela qu'ils ont ce type de manteau hirsute et acédreux. Rien à voir avec le doux plumage des autres oiseaux. L'heure du départ approche. Nous regagnons le port où nous attend le bateau. Lentement, nous nous éloignons d'Auckland et commençons notre croisière à la découverte des rivages de la Nouvelle-Zélande. Au matin, nous poursuivons notre navigation. Longeant la côte orientale de la grande île du Nord, nous faisons route en direction de Wellington, notre prochaine escale. Le Seabourn Sojourn est un navire très luxueux, comme en témoigne le soin apporté à la décoration de la grande salle de restaurant. L'heure du dîner approche. Tout le monde se met en place, en salle comme en cuisine. Fries and a berry sauce.
vegetarian, 1 hot main course, appetizer portion. Non. Oui, tu as ça par semaine. Au petit matin, nous approchons de Wellington, la capitale néo-zélandaise. Le ciel bas et menaçant qui accompagne notre arrivée nous rappelle que Wellington est situé sur le fameux 40e parallèle, celui des 40e rugissants, tant redoutés des marins. Par chance, le soleil finit par faire son apparition à l'instant d'accoster. Windy Welly, Wellington l'a vanté. Les voiliers de course amarrés dans le port confirment les récits des premiers navigateurs européens venus jusqu'ici. Ni Abel Tasman, en 1642, ni James Cook, en 1773, n'ont réussi à entrer dans la baie de Wellington à cause des vents violents. En 1865, soit 15 années seulement après le début de la colonisation, Wellington ravit à Auckland le titre de capitale. Un choix dicté en grande partie par sa position géographique, plus proche des gisements d'or découverts dans l'île du Sud. Depuis lors, Wellington ne cesse de se développer. Dans les années 1890, Wellington était la ville qui avait la plus forte croissance. On a commencé à défricher des terrains en hauteur ici à Kilburn, et un type qui vivait à mi-chemin sur la pente, un homme d'affaires de Wellington très connu, a suggéré de construire un funiculaire jusqu'au sommet. Oui, je dirais que cela contribue à faire que Wellington est Wellington. Afin d'affirmer son rang de capitale, Wellington abrite Te Papa, le musée national de Nouvelle-Zélande. Une salle entière du musée est consacrée au traité de Waitangi. C'est par ce traité signé le 6 février 1840 qu'un groupe de chefs maoris, ne représentant pourtant qu'une partie des tribus, transfère la souveraineté du pays à la couronne d'Angleterre. Un traité toujours contesté par certains représentants de la communauté maori. Au-delà de l'histoire, Te Papa consacre une place importante à la géographie, la géologie et à la biologie, afin de mieux comprendre la nature néo-zélandaise. Si les kiwis sont désormais protégés, d'autres espèces, comme les moas, sortes d'autruches gigantesques mesurant jusqu'à 3 mètres de haut, ont malheureusement disparu. Il y a environ 500 millions d'années, la Nouvelle-Zélande faisait partie d'un supercontinent appelé Gondwana. Le Gondwana comprenait non seulement la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'Australie, l'Antarctique, l'Amérique du Sud, le sous-continent indien et l'Afrique. Ensuite, il y a à peu près 80 millions d'années, la Nouvelle-Zélande s'est détachée de la partie orientale de l'Australie pour s'installer en bordure du Pacifique. C'est ce qui a formé la mer de Tasmanie et par la suite ces îles que l'on appelle Nouvelle-Zélande.
Quittant Wellington, nous reprenons notre route. Naviguant le long de l'île du Sud, surnommée par les Maoris Te Wai Pumanu, les eaux de jade, nous arrivons dans la baie d'Akaroa. Jean Langlois, un capitaine de baleiniers qui y fait escale en 1838, achète 12 000 hectares aux Maoris. Après avoir obtenu l'aide de Louis-Philippe, il reprend la mer pour y fonder une colonie. Mais quand à bord du Comte de Paris, il arrive devant Akaroa au mois d'août 1840, l'Union Jack y flotte depuis 8 jours. Malgré leur déception, la cinquantaine de colons décident de débarquer. Leurs titres de propriété ayant été validés par les Britanniques, la plupart d'entre eux resteront et seront naturalisés anglais en 1851. Un siècle et demi après cette péripétie de l'histoire, l'attachement de leurs descendants à la France demeure intact. La mémoire des Français, de nos ancêtres, était un petit peu perdue. Ce n'était que finalement en 1990, qu'avec quelques membres de la famille, qu'on a réétabli des liens avec la France et les descendants ici. Ils sont arrivés sur le Comte de Paris en 1840. À bord, il y avait les familles Libaud, de Malmont et Le Valiant. Ils sont tous venus s'installer ici. C'étaient des familles différentes et beaucoup se sont mariés entre eux. Au final, ça fait donc beaucoup de monde, environ 40 000 descendants depuis 1840. À mon grand-père, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, comme à tous, ça leur rappelait la Normandie. Et c'est pour ça qu'ils aimaient bien être ici, à cause des collines ondulantes. Quand j'y suis allé, c'est ce que j'ai vu. À l'époque, la Normandie était très pauvre. Il était difficile de trouver du travail. Ils cherchaient de nouveaux horizons pour se sortir de la pauvreté. Alors, ils se sont dit que c'était une bonne opportunité. Et ils ont opté pour l'aventure. Akaroa cultive son exotisme. Même si la French Touch se limite à quelques enseignes à la devanture des magasins, elle attire les touristes néo-zélandais à la recherche d'un certain art de vivre à la française. Si Renan a choisi de vivre au bord de cette baie magnifique, ce n'est pas en souvenir des Français arrivés ici il y a 150 ans. C'est par amour. Pour Joey tout d'abord, et pour la vigne ensuite. Oh, la vigne était là avant que j'arrive. Donc le fait que moi, un Français en plus, reprenne ce vignoble, ça a vraiment fait plaisir à tout le monde. Je pense, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Et ouais, je pense que les gens adorent la connotation française ici, à Akaroa en tout cas. Et je suis arrivé ici, donc par la route, et quand j'ai vu cette vue là, je suis tombé amoureux de l'endroit, tout simplement. Et les gens, ouais, sont vraiment très accueillants. C'est un petit village, c'est soudé, c'est familial. C'est une petite vie de communauté. Ouais, c'est ce qui m'a vraiment plu, quoi. Quand je suis arrivé ici, je me suis découvert, entre guillemets, et ça m'a vraiment confirmé dans mes projets futurs. De me dire, voilà, moi c'est ce que je veux vivre dehors, auprès de la nature, avec des gens comme la famille de Joey, ma femme, qui s'occupe de conservation. Donc pas uniquement des animaux, donc là en l'occurrence des pingouins, mais aussi conservation des forêts natives, des passionnés. J'ai trouvé vraiment quelque chose qui, humainement parlant, vraiment réconfortant, vraiment chaud. Ouais. Et des valeurs, des belles valeurs. Joey travaille en ville, mais elle vient souvent à la ferme familiale de Flibé pour aider ses parents
engagé dans la protection d'une importante colonie de manchots. And so basically, of course, we couldn't save them all, but we have saved what we've found, and we've been feeding them. And tonight, we've actually got 2 that are ready to go to sea. So tonight, we'll be releasing 2 as well. Now this bird here is your typical white-flippered penguin in every way. You can see it's got a broad white leading edge on the flipper, which gives them their name. But they're all called little penguins. And then after that, once they get the idea, we give them away to show them know what to look for. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais renverser le seau en espérant qu'ils vont se précipiter vers la mer. On verra bien ce qui se passe. On peut toujours espérer. Et vous avez fait ça avec combien de manchots? Ce sera le 5e et le 6e. Cette année? Avec ces 2-là, ça fera 6. Nous avons gardé ces manchots pendant environ 15 jours. L'un d'eux a failli mourir. Il n'avait que 25% de chance de survie. C'est devenu un gros et bel oiseau. Alors on peut espérer que tous deux vont réussir à rejoindre la mer. Les poissons sont revenus. La raison pour laquelle nous les avons gardés, c'est qu'il n'y avait plus assez de nourriture en mer. Et les parents n'avaient pas de quoi finir de sevrer leurs petits. Les poussins étaient forcés de partir en mer trop tôt. Nous vivons ici. Cet endroit se trouve au beau milieu de la plus vaste colonie en Nouvelle-Zélande de manchots pygmées d'Australasie. Quand nous avons commencé, le nombre de manchots autour de la péninsule de Banks avait baissé de 80%. Nous avons réalisé que si nous ne faisions rien, cette colonie subirait le même sort. C'est comme ça que nous avons commencé à les protéger, en piégeant les prédateurs et en surveillant les oiseaux. Au cours de la nuit, nous avons levé l'ancre et quitté la baie d'Akaroa pour prendre la direction de Christchurch. Ce n'est pas à Christchurch, mais à Lyttelton que nous accostons. Lyttelton est son port naturel en eau profonde choisi en 1850 comme base de départ pour coloniser la région. Avec ses restaurants aux façades colorées et son marché de produits du terroir, Lyttelton est une petite ville à l'atmosphère branchée. À quelques kilomètres de là, Christchurch offre un tout autre visage. Avec ses tramways colorés filant au milieu de larges avenues, avec ses églises néo-gothiques et ses demeures victoriennes,
la seconde ville du pays, depuis qu'elle a ravi ce titre à Wellington, a conservé une atmosphère provinciale et résolument british. Cette journée va cependant être l'occasion de vérifier qu'à Christchurch, comme dans le reste de la Nouvelle-Zélande, la culture et les traditions maoris sont demeurées bien vivantes. En arrivant au Marae Rewa, nous sommes accueillis par un waro, une danse guerrière que les Maoris effectuaient autrefois pour impressionner l'ennemi. Grimaçant, tirant la langue, à l'image des tikis qui ornent l'entrée du Marae, le guerrier rejoint son clan pour le haka, expression la plus vivante de l'identité maori. L'accueil se termine par le hongi, salutation traditionnelle qui consiste à presser son nez contre celui de son interlocuteur pour partager le souffle vital. Les chants et les danses rituelles occupent une place importante dans la culture polynésienne. Mais le maintien en vie de cette culture passe avant tout par l'apprentissage de la langue. Leur passion d'apprendre leur langue est très forte, plus encore pour leurs enfants et leurs petits-enfants que pour eux-mêmes. Nous avons beaucoup d'enfants qui parlent maori alors que leurs parents ne le parlent pas. Et il y a beaucoup de passion et d'engagement chez eux pour apprendre.
Quittons Christchurch et poursuivons notre route vers le sud en direction de Dunedin. Jusqu'à présent, la météo s'est montrée plutôt clémente et les 40e rugissants assez pacifiques. Mais alors même que nous sommes encore protégés à l'intérieur de la baie, l'écume qui se forme à la surface de l'océan ne présage rien de bon. Quelques minutes plus tard, la mer a changé de visage. Les vagues se sont creusées. Pas une tempête, un simple rappel à l'ordre de la nature. Nous avons été passablement secoués durant toute la nuit. Au matin, c'est avec soulagement que nous pénétrons dans les eaux apaisées du bras de mer qui conduit à Port Chalmers, le port de Dunedin. Dunedin, la capitale de la province de l'Otago, affiche clairement ses origines écossaises. Dunedin est en effet le nom gaélique d'Édimbourg. En 1843, les Écossais d'Écosse, ont décidé qu'il leur fallait établir une colonie dans la province d'Otago. Et ils ont opté pour Dunedin. Ils voulaient un endroit où, d'après Billy Connelly, il y avait de la pluie. Et ce n'est pas ce qui manque ici. Ils voulaient un endroit où ils pouvaient se sentir comme chez eux, à l'autre bout du monde. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. Dunedin demeure résolument écossaise, malgré l'arrivée, à partir de 1849, des migrants anglais ou irlandais. Fondée sur l'élevage, la prospérité de la ville s'amplifie avec la mise en service, à la fin du 19e siècle, de cargos réfrigérés qui transportent la viande jusqu'à Londres. C'est de cette époque que datent les célèbres brasseries de Dunedin. Les dimensions et l'exubérance architecturale de la gare témoignent de la vitalité économique de la ville au début du XXe siècle. La découverte au début des années 1860 de mines d'or à une centaine de kilomètres de Dunedin va provoquer une nouvelle vague d'émigration. C'est à cette époque qu'arrivent les premiers Chinois.
Dans les années 1860, l'or a commencé à manquer. Il a donc fallu trouver de la main-d'œuvre supplémentaire pour travailler dans les mines. Les Chinois étaient connus pour être de bons mineurs. Ils avaient travaillé dans les mines de Californie et du Victoria. Ils vinrent ici à la demande des autorités pour travailler dans les mines d'or et pour œuvrer à la prospérité de la province d'Otago. Beaucoup de ces premiers mineurs sont restés. Plus tard, d'autres immigrants sont arrivés. Ils tenaient soit des boutiques, ce qu'on appelle des fruitiers, ou bien ils avaient des jardins maraîchers, ou encore des blanchisseries. Le jardin chinois de Dunedin, qui rend hommage au prospecteur de la ruée vers l'or, a été construit avec l'aide de la ville de Shanghai. Afin de respecter les règles de l'art, plus de 1000 tonnes de pierres ont été importées de Chine. En grande majorité, les Chinois des générations qui ont suivi ont conservé les éléments principaux de leur culture ainsi que leur langue. Mais ils se sont aussi beaucoup intégrés et sont devenus de vrais Néo-Zélandais d'origine chinoise. Et d'ailleurs, le précédent maire de Dunedin était chinois. Nous quittons Dunedin. Pendant un long moment, nous longeons de magnifiques collines verdoyantes. Nous mettons finalement le cap vers le large sous un ciel menaçant, bientôt transpercé d'une lumière divine. Au cours de la nuit, nous avons contourné la pointe sud de la Nouvelle-Zélande afin de rejoindre le parc national de Fiordland sur la côte ouest. Quand les explorateurs du XVIIIe siècle arrivent dans la région, ils pensent naviguer sur des sounds, en français de simples bras de mer. En réalité, il s'agit de fjords, des plissements profonds de l'écorce terrestre élargis au cours des glaciations successives, puis envahis par la mer. D'une superficie égale à celle de 2 départements français, le parc national de Fiordland est le plus vaste des parcs de Nouvelle-Zélande. Au cours de la journée, nous allons emprunter quelques-uns des 14 fjords du parc. Après le Dusky Sound et le Daft Sound, nous pénétrons au cœur du plus impressionnant d'entre eux, le Milford Sound.
Long de 16 km, le Milford Sound est cerné de montagnes gigantesques sur les pentes desquelles dévalent des cascades vertigineuses. Un dernier regard panoramique sur ce paysage d'exception, puis le bateau fait demi-tour et s'échappe de ce labyrinthe d'eau et de pierre imaginé par les dieux. Notre voyage est bientôt fini. Quittant la Nouvelle-Zélande, nous mettons le cap vers l'Australie. Dans 2 jours, nous arriverons à Sydney. En traversant la mer de Tasman, nous avons franchi une frontière, celle qui sépare le monde polynésien de l'Australie, que James Cook aborde en 1770. La première colonie australienne est vraiment le résultat des découvertes du capitaine Cook sur la côte Est. Joseph Banks était un scientifique à bord du navire de Cook, l'Endeavour. Il avait séjourné à Botany Bay, qui se trouve juste au sud de Sydney. Dans ses rapports, il disait que ce nouveau pays était passionnant et qu'il pouvait être colonisé. Peu de temps après, Philippe et ses 11 navires de la First Fleet, avec un peu plus d'1 millier de personnes, des prisonniers et des soldats, sont arrivés à Botany Bay. Ils ont commencé leur exploration juste au nord et ont découvert ce port incroyable que le capitaine Philippe a décrit comme pouvant accueillir 1000 bâtiments de ligne. Alors le capitaine Philippe a déclaré « Nous déplaçons la colonie ici à Sydney » parce qu'il l'avait décrit comme le meilleur port du monde. La végétation qui recouvrait les rivages de la baie dans laquelle a pénétré l'Endeavour a fait place à une forêt de gratte-ciel. Avec l'opéra pour symbole, Sydney est aujourd'hui l'une des plus belles villes du monde. Les Rocks sont aujourd'hui considérés comme le berceau de la nation. C'est ici que débarquèrent en 1788 les premiers habitants de Sydney, des convicts, autrement dit des bagnards. Rénovés il y a quelques dizaines d'années, les Rocks sont devenus l'un des endroits les plus touristiques de la ville. Au fil du 19e siècle, Sydney se transforme et la colonie pénitentiaire finit par devenir une grande métropole. Jusqu'au début du XXe siècle, Sydney était un port marchand très actif.
Mais à partir de la fin du 19e, c'était également devenu un port de plaisance. Les gens sortaient leurs bateaux, leurs yachts. Il y avait toutes sortes de régates et puis les transports en commun. On a tendance à oublier que Sydney est divisée entre la partie nord et la partie sud, et que ce n'est qu'en 1932 que le Harbour Bridge a relié les deux. Jusque-là, le transport se faisait en ferry. Dans les années 70, l'activité du port marchand s'est fortement réduite. De nos jours, c'est devenu un port, disons, touristique, une sorte de base de loisirs. Comme dans un saisissant raccourci de l'histoire, un ancien voilier dont la silhouette rappelle celle de l'Endeavour passe devant l'architecture futuriste de l'Opéra, devenu le phare de la ville. Depuis sa fondation, la ville a continué à se développer en regardant toujours vers la mer. Le plus récent des quartiers, Darling Harbour, est entièrement tourné vers les loisirs. Ses quais abritent de nombreux restaurants, le musée maritime et le grand aquarium. Quand arrive l'été, les habitants de Sydney prennent leur voiture ou bien le ferry pour rejoindre les nombreuses plages des alentours, et notamment la plus célèbre d'entre elles, Bondi Beach. L'hiver à Bondi, c'est uniquement pour les habitants. L'atmosphère redevient celle d'un village endormi où tout le monde se connaît et se retrouve au chaud dans les cafés. Les gens reprennent possession de leur ville, à l'inverse de l'été. En été, le monde entier vient à Bondi. Comme vous. Depuis notre départ de Nouvelle-Zélande jusqu'à notre arrivée à Sydney, nous avons raconté l'histoire de l'une des régions les plus isolées du monde,
demeurer longtemps le domaine réservé des peuples du Pacifique. Après avoir connu la domination européenne, elle s'ouvre aujourd'hui aux autres cultures du monde et singulièrement à celles venues d'Asie.